Beaucoup d'amis qui sont VTC, ou la jeunesse aussi, et qui mangent assez mal en général, hein, la street food, etc. Mais pas de bonne qualité. Et puis tu as des gens qui vont aussi être à l'extrême, qui vont dire bah voilà, maintenant j'arrête tout ça, je ne mange plus de viande, sur des régimes drastiques, à tel point qu'on a vu des gens faire des diètes à l'eau, ce que je déconseille vraiment personnellement, parce que le but c'est pas de se faire du mal. Bonjour à tous, bienvenue dans True Story, votre podcast au plus proche de la réalité, loin des vendeurs de rêves. Nous rencontrerons des personnes inspirantes comme vous, entrepreneurs, créateurs de contenu ou encore digital nomades. Ils vont nous raconter leur parcours de vie sans bullshit. Nous aborderons des thématiques sans tabou autour d'un échange libre et convivial. Mettez-vous à l'aise et bonne écoute. Bienvenue à tous, bienvenue dans votre podcast True Story, au plus proche de la réalité. Si vous en avez marre du bullshit que vous pouvez entendre sur tous les réseaux sociaux, si vous voulez du true talking, des histoires de vie réelles, avec des intervenants qui nous montreront que la persévérance et la détermination sont souvent les clés du succès, ce rendez-vous est fait pour vous. Un podcast authentique où on parle business, mais pas que. On échange en totale transparence sur différentes thématiques. Nos invités sont des personnes inspirantes comme vous, car chacun peut apporter son conseil, son parcours de vie dans les sujets qu'il maîtrise. Aujourd'hui, l'épisode prévoit encore d'être riche en contenu, car nous allons parler marketing multiniveau, mais aussi santé, bien-être et alimentation. Pour évoquer cela, nous avons le plaisir d'accueillir Raffaello Siliti, un entrepreneur avec une grande ouverture d'esprit due à son parcours personnel et professionnel, avec une capacité d'adaptation aussi à toute épreuve, mais surtout une personne humble et engagée dans plein de sujets divers et variés. Raffaello, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans True Story. Comment vas-tu ? Bonjour Jonathan, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet accueil chaleureux. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais très bien, je te remercie. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. On commence toujours dans True Story à parler du parcours de notre invité. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ? D'où tu viens, comment tu as grandi, qu'est-ce qui t'a emmené aujourd'hui à être dans ce business ? On veut en savoir un peu plus sur toi. D'accord, avec plaisir. Alors tu me renvoies à 48 ans en arrière. Donc je suis né en 1975 d'un père sicilien et d'une mère française. Je suis né en Angleterre, pour le coup, puisqu'ils se sont rencontrés là-bas. Et j'ai grandi en France par la suite, en région parisienne essentiellement, à Boissy-Saint-Léger pour être plus précis, dans le Val-de-Marne. Voilà. Donc ça c'est un petit peu où tu es né, où tu as grandi. Ensuite, c'est quoi un petit peu ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu as étudié, ou tu es toujours resté en Île-de-France ? En fait, on s'est installé dans la Corrèze d'abord, puis après on est venu sur l'Île-de-France. Sinon, j'ai grandi en effet, donc comme je te disais, à Boissy-Saint-Léger. Un parcours classique, c'était une ville nouvelle en tout cas, où il faisait bon y vivre. Et j'ai grandi donc en banlieue avec une diversité de langues et de couleurs, si on peut dire ça comme ça, dans les quartiers où tout se passait très bien à l'époque. Et tu fais partie d'une fratrie, t'es fils unique, comment ? Tout à fait, voilà. Tout à fait, en effet, oui. Donc j'ai eu un frère qui est décédé et deux sœurs, une infirmière et une éducatrice scolaire. Et donc voilà, j'ai fait le collège, j'ai fait le collège, puis après je me suis orienté assez naturellement vers le milieu de la photographie. Pourquoi ? Parce que j'étais dans un milieu assez particulier qui est le milieu du hip-hop et du graffiti pour être plus précis. Donc c'était les belles années du hip-hop dans les années fin 80, début 90. Et j'ai été tout de suite attiré par tout ce qui était créativité, création graphique, visuelle, et j'aimais aussi immortaliser les moments clés. Donc très vite je me suis trouvé une attirance pour la photographie. Et après ma troisième, j'ai décidé de faire un CAP en photographie. Parce qu'à l'époque, c'est ce qui existait, à Pantin notamment. Et après 2 années de CAP, j'ai été attiré par le graphisme.
Donc je me suis naturellement orienté sur tout ce qui était créativité. Donc. Sauf qu'il y a eu un petit break, c'est qu'entre-temps, j'ai eu 18 ans, j'avais envie de voir autre chose, et donc j'ai fait le service militaire. Alors, c'est vrai, quand on te voit, on a l'impression que c'était déjà exempté du service militaire et que c'était uniquement les 3 jours, comme moi, ma génération, on a pu faire. Mhm. Mais tu as fait donc, tu as cette expérience-là du service Tout militaire, à c'est fait, combien de temps tout à pour fait. 10 l'époque? mois à l'époque, je fais partie des derniers contingents, 93-08, fusilier commando de l'air et cynophile, donc avec un chien. C'était une expérience très riche, puisqu'on rencontre des gens de tout horizon, notamment des Tahitiens qui venaient faire leur service en France. Et c'était sur Rochefort pour le coup. Et ça a été vraiment une expérience grandiose, puisqu'on était sur une base école de 4000 personnes, voilà, avec une école d'officiers et de sous-officiers. Et on était chargé de la protection de la base. Excellent, ça Ouais. doit faire de sacrés souvenirs Oui, oui, de tout à fait. l'époque. Ouais, ouais. Et t'as gardé contact avec certains avec qui t'étais en... Alors moi, On dit que ça crée des liens Oui, particuliers. tout à fait. Oui, tu vas deviner. Je suis quelqu'un de très sociable. Et déjà, quand j'ai grandi à Boissy-Saint-Léger, j'aimais inviter les gens à la maison. Et je faisais des interviews à l'époque. On avait les magnétophones avec les cassettes. Et donc, j'aimais enregistrer les copains qui racontaient des blagues. Et après, je faisais gagner un petit sandwich à la personne qui avait le mieux assuré. Voilà. Donc, c'était un prétexte aussi pour recevoir les gens à la maison. Et j'organisais aussi des tournois de foot où, pareillement, il y avait des choses à gagner tout le temps. Donc, j'ai toujours été cet aspect social à la fois et en même temps le partage, la générosité. Et de ce fait, le service militaire, c'est ça qu'on parlait. Oui, Ouais, on parlait du service militaire. Voilà, évidemment, j'ai réussi à garder contact avec une partie, en tout cas, de mes camarades de classe, des classes avec un grand C dans le sens des classes militaires. Et on est resté en contact quelques temps. Et puis après, bon, la vie a fait que voilà, chacun est chacun parti de son côté, oui. a suivi sa propre Voilà, histoire. voilà. Ok, et du coup, pour recontextualiser, après le service militaire, tu rentres dans le monde actif ou tu es encore dans les études photographie, créa? Tout à fait. En fait, j'ai été attiré du coup par le monde de la sécurité, le monde de la nuit notamment. Et arrivé à Paris, de retour à Paris, donc après mon service militaire effectué, donc j'ai décidé de travailler en tant que maître chien. Absolument aucun rapport avec ma formation initiale, mais voilà, j'ai fait une formation, donc j'ai eu un berger allemand et j'ai travaillé donc dans le domaine de la nuit, sur des sites aussi prestigieux que Cartier, à Place Vendôme notamment. Et voilà, quelques années comme ça, mais vite après le naturel est revenu au galop puisque j'ai senti le besoin évidemment d'évoluer, de revenir sur mes compétences premières, à savoir le monde de l'art, la Mhm. communication, la photographie notamment. Et plus tard, donc, j'ai fait une formation à l'école Estienne, à Paris 13e, une des prestigieuses écoles de graphisme et de maquettisme. Et donc, après 6 mois de formation intense, donc j'ai pu exercer en tant que maquettiste de presse, pour être précis. Donc, c'est ce qui me convenait parce que j'aimais bien la créa. Sauf qu'à un moment, je me suis retrouvé confronté à quelque chose auquel je ne m'attendais pas, c'est qu'il fallait travailler entre quatre murs, ou des grands murs en tout cas, mais dans un bureau et sur un poste stationnaire, évidemment, puisqu'on est derrière l'écran. Et on crée en effet, mais on est immobile. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger. J'ai toujours vécu comme ça. Et du coup, très vite, j'ai trouvé que voilà, c'était routinier, en fait. Donc, ce qui a fait que je me suis remis en question sur ma vocation première. Il y avait toujours le côté artistique, en effet, mais moi, ce que j'aimais aussi, c'était le côté social, humain, les relations humaines. Là, c'est un petit peu plus figé. Donc, du coup, après, il a fallu que je pense à autre chose. Ouais, t'étais un peu comme un lion dans une cage et t'avais besoin de rencontrer des personnes, d'échanger, justement l'histoire que tu nous racontes, le fait de partager avec des personnes, le côté humain, c'est ça qui te manquait en vérité dans cette orientation. Tout à fait. Justement, c'est pour ça que j'ai fait un test par la suite de bilan de compétences. J'ai fait un bilan de compétences pour essayer de me rediriger.
D'ailleurs, je conseille souvent à des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas trop quoi faire, qui ont évidemment des compétences comme tout un chacun, mais qui ne savent pas trop quoi faire, sur quoi s'orienter. Souvent, les jeunes, on les oriente sur des filières qui ne leur plaisent pas forcément, etc. On le voit beaucoup. On l'a vu dans notre génération, c'était plutôt la comptabilité. Enfin, bizarrement, les gens ont été très orientés là-dessus, la vente, etc. Et aujourd'hui, c'est le commerce. Pareil, ça reste toujours lié au commerce, etc. Et souvent, on voit que c'est pas ce qui plaît, ce qui anime en fait. C'est très important que ça anime, que ça nous anime, ce qu'on a envie de faire. C'est ce que je dis à mes enfants. Faites ce qu'il vous plaît. J'ai oublié de le dire, mais j'ai 4 garçons, Ok. donc entre 13 et 25 ans. Et je leur dis, faites ce qui vous plaît, c'est très important. Ça vous tient à cœur, ça vous fait bouger l'intérieur. Faites-le quoi. Tu as envie de faire de la pâtisserie, fais de la pâtisserie. Tu veux faire du droit, fais du droit. Mais fais-le avec tes tripes, avec ton cœur. Ça, c'est très important et c'est un message que j'adresse à tous les jeunes et les moins jeunes aussi qui se remettent en question et qui ne savent pas trop quoi faire. Et donc, après ce bilan de compétences-là, il s'est avéré en effet que les deux grands axes sur lesquels j'étais euh, bon, en tout cas, où les compétences étaient mises en valeur, c'était le côté social et le côté créatif, artistique. D'accord. Je te rejoins sur tout ce que tu dis. C'est vrai qu'il faut choisir une bonne orientation qui nous corresponde. Et je- il y a une citation, je ne pourrais plus te redire de qui elle est, mais qui disait que si tu fais quelque chose que tu aimes, trouve une opportunité qui te permet de faire quelque chose que tu aimes, comme ça tu ne travailleras pas tous les jours, pas un seul jour de ta vie en Bien vérité. sûr, parce que tu prends le plaisir à travailler, c'est Exactement. important. Exactement. Et le bilan de compétences, je pense que c'est vrai, c'est une bonne alternative parce que des fois, tu sais pas trop où t'orienter, quelle branche suivre. Tu as des intérêts, mais tu sais pas si tu vas être compétent sur tel ou tel axe. Donc c'est vrai que le bilan de compétences, ça permet de faire un gros résumé à la fois de ta personnalité, tes envies Exactement. et de ce qui peut te correspondre. Bien sûr, c'est des tests quand même psychotechniques, hein. C'est assez poussé, Mm. c'est presque 2 3 heures, hein. Et puis aujourd'hui aussi, on est tellement happé par l'environnement, on en parlera peut-être après, hein, Tout notamment à fait. tout ce qui est distraction, qui fait que même les gens, des fois, bien qu'ils soient engagés sur une filière, finalement, ils savent plus trop ce qu'ils veulent faire, quoi. Parce Mm. qu'on est tellement aussi martelé du matin au soir, fais ceci, fais cela, viens dans ce business, laisse tomber ça, etc. Puis avec beaucoup aussi de hoax, hein, de choses qui ne sont pas réelles, hein, qui ne sont pas la réalité. Donc du coup, les gens, ça peut même, certaines personnes compétentes sur une matière, ça peut les faire remettre en question. Donc un bilan de compétences, paradoxalement, on n'en parle pas beaucoup. J'en entends très peu parler. C'est vrai. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Ça me paraît assez étrange. Je sais qu'à l'époque, ce qui s'appelait la NPE à l'époque, finançait cela. Et surtout les moins de 25 ans. J'ai un message pour ces jeunes-là, cette génération-là. Quand tu as moins de 25 ans, tu as plein d'opportunités qui s'offrent à toi. Tu as plein de bénéfices aussi en termes de voyage, en termes de mouvement, en Mm. termes d'activité. Ça, il ne faut pas hésiter. Mais surtout en termes de formation, tu as énormément de formations qui sont financées par l'État. C'est des droits. Il y a encore un peu d'argent dans la caisse. Profites-en. Voilà, ne te prive pas. Tu as tout à fait raison. Et en plus, quand tu es jeune, tu as aussi un peu plus de flexibilité. Tu peux peut-être postuler sur des postes à l'étranger ou autre. Donc ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus forte que quand tu es vraiment installé, que tu es marié, que tu as des enfants, que tu as un pied-à-terre à un endroit. Et d'ailleurs, les bilans de compétences, moi je trouve qu'on en parle beaucoup plus pour les gens qui ont une quarantaine d'années, après avoir fait une multitude d'entreprises, bah, Mhm. qui reviennent un petit peu en se disant est-ce que j'aime vraiment faire ça ou pas, je cherche quelque chose de nouveau, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux métiers aussi qui ont émergé ces Bien dernières sûr. années, Bien et sûr. on va en reparler, notamment dans le digital. Donc toutes ces choses font que c'est vrai que notre jeunesse, ils vont pas forcément penser à ça dans un premier temps. Donc ce bilan de compétences, pour revenir un petit peu sur ton parcours, c'est ça qui te fait mettre le premier pied dans le monde du commerce et du marketing? Mhm. Alors pas du tout. Non? Pas du tout. Paradoxalement, pas du tout, puisque pour faire simple, en fait, j'ai évolué très rapidement dans le milieu associatif. Euh, J'habite à Créteil, dans le Val-de-Marne, pas très loin d'où j'ai grandi. Et très rapidement, j'ai évolué dans un milieu associatif, le social, l'humanitaire. Et évidemment, on se fait des relations. Et il y a du besoin, il y a du travail, en tout cas, dans ce domaine-là. Et ça me plaît. Ça me plaît. Alors du coup, là, c'est pas en tant que vocation, en tant que métier, mais voilà, c'est une partie de mon temps que je donne, en plus du travail que je fais à côté,
qui à l'époque était encore agent de sécurité, je le rappelle. D'accord. Donc, très rapidement, dans ce milieu-là, il m'arrive une opportunité auquel je ne m'attendais pas du tout. Il se trouve que une librairie s'ouvre pas très loin d'où j'habite. Une librairie qui est placée sur une base de loisirs. Et je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup la lecture, qui aime beaucoup s'instruire, qui est très curieux, assoiffé de connaissances. Et voilà, de fil en aiguille, par les relations, les amitiés qui se créent, on me propose de participer à l'ouverture de cette librairie. Alors, c'est vrai que ce n'était pas au début ce que j'espérais, puisque moi j'avais encore toujours l'âme d'artiste, n'est-ce pas, l'âme artistique. Mhm. Et finalement, je me dis pourquoi pas, tiens, participer au lancement d'une petite structure locale sur Créteil. Je me dis c'est intéressant. Comme j'ai des compétences dans le domaine de la librairie, j'avais quand même quelques connaissances, quelques compétences et puis une bonne culture générale. Ben, j'accepte le challenge. Voilà. En plus, je ne vous cache pas que c'était à 5 minutes à pied d'où j'habite. Donc l'opportunité, elle était doublement gratifiante. Et donc, je participe en 2009, en avril 2009, à l'ouverture de cette petite librairie de quartier qui continue aujourd'hui toujours de tourner, et tourne très bien. Et ça se passe super bien. Pourquoi? Parce que déjà, je suis dans le relationnel, donc je suis dans le conseil, dans l'écoute, pardon. D'abord l'écoute, très important, puis le conseil. Donc j'oriente les clients sur des besoins ou même je vais aller chercher leurs besoins, parce que c'est très important aussi de savoir ce que veulent les gens. Le libraire, c'est pas quelqu'un qui s'assied derrière un comptoir et puis qui encaisse. C'est quelqu'un qui a une culture générale déjà assez large, qui est ouvert d'esprit forcément, mais aussi qui s'intéresse à ses clients, à ce que veulent ses clients et aux tendances aussi du moment, n'est-ce pas? Donc voilà, ça me plaît, j'accroche bien, ça me parle bien, on me confie, on me donne carte blanche quasiment. Donc je fais des achats, l'aménagement du rayon, je gère quasiment la librairie du côté technique tout seul. Ok. Ouais. Et sans de formation Sans suivie formation, ou autre. Donc non, non, c'est un petit sans peu formation. côté autodidacte, parce qu'il y a, C'est ça, oui. il y a gérer les stocks, gérer la clientèle, gérer la partie financière aussi des paiements, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'assez complet. Donc tu t'es formé sur le tas euh, avec cet esprit un peu de passionné, en Exactement, quelque la sorte. passion a fait en sorte que a fait office de formation quelque part. Mais bon, ça suffit pas toujours. Alors, c'est vrai que pour le côté, l'aspect purement financier, comptabilité, il y a un gérant. Donc, c'est un ami qui gère la structure. Ok. Et après, tout ce qui est sur le terrain, on va dire le travail de terrain, c'est moi. Et ça a pu me permettre de faire des connexions aussi avec évidemment les plateformes de fourniture d'ouvrages. Et, euh, et de fil en aiguille, du coup, on a commencé à bien percer dans le milieu, à tel point que même certains libraires sur Paris voilà, ont sollicité voilà, ma candidature, n'est-ce pas? Donc là, c'est plus moi qui vais solliciter, c'est eux qui me Hmm. sollicitent. Mais voilà, j'étais tellement bien où je suis, d'ailleurs, je suis sur une base de loisirs, hein. Donc c'est vraiment un cadre agréable, voilà, c'est plaisant. Donc je suis resté dans cette librairie-là, je suis toujours d'ailleurs, hein. Je l'expliquerai après, j'ai un pied dedans toujours. Et par la suite, donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, c'est une petite structure, puis à un moment, en termes d'évolution et de salaire, bah, forcément, on atteint un plafond de verre, quoi. C'est-à-dire qu'autant c'est passionnant, ça me tient aux tripes. Alors c'est vrai que le côté créa, je l'ai gardé un petit peu dans le sens où je participais à la communication Mhm. via les réseaux sociaux et puis en interne. Mais c'est vrai qu'après, voilà, pas d'évolution à un moment. Bon, passé 40 ans, on a envie de voir naturellement, je pense, c'est des cycles hein, en fait. On parle de cycles de 6, 7, 8 ans, ça dépend. Je pense qu'à un moment, on a envie de voir autre chose. Et aussi, très très peu d'évolution salariale. Et oui. Puis à un moment, la vie est ce qu'elle est, les enfants grandissent, les L'inflation est là aussi. besoins, l'inflation aussi, bien que ce soit passé avant le Covid, mais voilà, l'inflation, elle venait déjà, hein. Et très rapidement, donc voilà. Et puis il y a aussi un autre aspect aussi, c'est la hiérarchie. C'est pas évident. C'est Hmm. pas évident. Moi, je suis quelqu'un de très libre. J'aime être free comme un oiseau, comme Jonathan Goéland. Et du coup, voilà, voilà, des fois il y a des frictions. Bon, ça c'est normal, c'est naturel. Mais à un moment, quand nous on a une vision et que le responsable hiérarchique, lui, il a une autre vision qui est purement business. Alors en effet, c'est du business, mais à un moment, il y a
dans le business aussi, dans ce qu'on fait, il y a l'humain aussi. C'est l'humain qui fait que justement ça marche bien. C'est les relations humaines, c'est tout ça, tout ce que j'ai évoqué avant. Donc à un moment donné, voilà, on n'avait pas du tout la même vision. Un jour j'en ai eu marre, je lui ai jeté les clés au sol, je lui ai dit vas-y, prends tes clés là, vas-y, laisse-moi tranquille. Mais très vite, bon, voilà, ça s'est calmé. C'est bon enfant. Voilà, c'est bon enfant, on se connaît bien, ça fait plus de 15 ans que je le connais, le gérant. Mais voilà, lui, il a une vision purement business, très cartésienne en fait. Puis moi, c'est aussi le côté épanouissement, tout ça, tout en respectant évidemment cette rigueur, il le faut. Tout à fait. Mais voilà, à un moment, si tu mets pas un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit, ben voilà, après, tu arrives sur quelque chose de sans goût, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, surtout vis-à-vis de la hiérarchie, parce qu'on le voit dans tout type de société. Tu vois, tu as les gens qui sont sur le terrain, tu as les collaborateurs qui sont en production, au commercial ou autre, et tu as les gérants qui, surtout sur le type de management un peu des années 90-2000, qui vont avoir une vision un peu biaisée des fois de la réalité. Et on le voit dans les nouvelles sociétés maintenant, modèle start-up, où tu as un management qui est complètement différent que ce qu'on pouvait retrouver d'antan. Donc là, il y a un intérêt aussi, je pense, important dans tout type de manager, d'être aussi sur le terrain pour comprendre les besoins de la clientèle. Et ça peut s'adapter à tout secteur d'activité. Toi, j'imagine, voilà, les prises de bec, c'est que toi, tu avais une vision. Parce que aussi tu recevais la clientèle, tu ne voyais pas la même vision qu'un chef d'entreprise qui va raisonner purement chiffres sur des tableaux Excel ou autre. Ça, Exactement. Il y a deux aspects en fait. C'est soit on a cet état d'esprit et dans ce cas-là, je suis un bon manager et un manager c'est quelqu'un qui manage. Je peux comparer ça aussi à un entraîneur. Souvent je compare ça à un entraîneur d'une équipe de foot ou autre, ou de rugby. C'est pas quelqu'un qui donne des directives seulement. C'est quelqu'un qui vit aussi, bon, à la fois sur le terrain en effet, qui vit, qui partage, qui vibre même, j'ai envie de dire, avec ses collaborateurs ou son équipe en tout cas. Et très honnêtement, je lui ai dit un jour, je lui ai dit, écoute, toi, il faut que tu apprennes à faire du management. Je lui ai dit, tu sais, des fois, il suffit de taper sur l'épaule de ton collaborateur et de le féliciter pour un acte qu'il a accompli, pour une action qu'il a mise en place, et des fois, ça suffit en fait. De temps en temps, tu lui mets un petit peu voilà, tu lui rajoutes une petite prime et ça va changer complètement. Il suffit de peu de choses en fait. Et on n'a pas cette culture-là en France. Donc c'est très anglo-saxon pour le coup. Hein. Là-dessus, ils ont 20 ans d'avance. Hein. Et ça vient de manière très, très latente. Voilà, les Français apprennent, mais on a encore une espèce de mentalité collective assez particulière en France. Hein. Souvent, on a cru que le manager, c'était un chef qui donnait des ordres, etc. Et on en parlera après si tu le... Non, mais c'est super intéressant et l'intérêt de ce podcast-là aussi, c'est que c'est hyper libre sur les sujets de discussion, même si on a des thématiques principales à aborder. C'est un point important dans le sens où je pense, et on en parlait un petit peu en off, la nouvelle génération sur le marché de l'emploi, elle a aussi des attentes qui sont complètement différentes d'avant. Et ça, c'est un élément qui rentre vraiment en jeu dans le choix de prise de poste. Il y avait des sondages dernièrement, des études sur les postes qu'affilient les jeunes diplômés. Ça représentait la rémunération qui a été le premier facteur quand tu remontes il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, ils passent 3e ou 4e. Parce qu'ils vont d'abord regarder le contexte de l'entreprise, les retours que tu peux avoir de ta hiérarchie, donc comment tu te sens intégré. C'est-à-dire que sur quelqu'un qui se présentait à une entreprise il y a 20 ans et aujourd'hui, les attentes sont complètement différentes. Donc je pense que c'est un intérêt aussi important pour le manager ou le chef d'entreprise d'écouter ce besoin-là et de se dire que peut-être demain la nouvelle pépite que je peux embaucher, elle, il faut que je vais me comporter avec elle différemment que je pouvais me comporter il y a 20 ans. Donc c'est important quand même ce que tu dis, parce que la reconnaissance, c'était je crois le premier facteur en termes de demande sur les nouveaux diplômés. Très intéressant. C'est très intéressant ce que tu dis, puisque ça nous fera rebondir sur le MLM justement, où en effet c'est cet aspect aussi de reconnaissance, au-delà de la rémunération, c'est la reconnaissance que les gens cherchent, non pas pour se vanter ou se donner un titre, mais tout simplement voilà, reconnaître le travail qui est fait, reconnaître les compétences des uns et des autres, c'est extrêmement important, c'est valorisant, c'est rassurant et c'est motivant tout simplement.
Justement, sans transition, est-ce que tu peux nous parler de ce marketing multiniveau? Comment toi, tu as mis un pied dedans, déjà, Mhm. premièrement? Moi, je voudrais aussi qu'on recontextualise par rapport au système pyramidal, parce qu'on en a Oui. beaucoup entendu parler, Mhm. et plutôt dans un aspect négatif avec la pyramide de Ponzi ou l'escroquerie de Bernard Madoff. Donc ça, c'est des histoires qui sont ancrées et sur lesquelles on peut se poser des questions. Et Tout on à a fait. souvent du mal à différencier les deux. Euh, voilà, comment ça a été créé, le MLM. Toi, comment tu as mis un pied dedans et comment on peut différencier du système pyramidal qui est typiquement une escroquerie et qui est interdit par la loi depuis 2016 et le MLM qui a parfois des similitudes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? D'accord. Alors très rapidement, comment je suis rentré dans le MLM? Alors le MLM, je l'appellerais, enfin en anglais on appelle aussi multi-level marketing. En français, on le nomme le marketing relationnel. Plutôt que marketing multiniveau. Et il y a un mot qui est très important évidemment, c'est le relationnel, la relation. Donc évidemment on parle de l'humain. Donc c'est un aspect non négligeable à souligner. Donc je disais que j'ai participé à l'ouverture de la librairie en 2009 et qu'à un moment j'ai atteint un plafond de verre. Et voilà. Alors, j'avais essayé d'ouvrir une boîte avec un ami. J'étais attiré par les produits naturels, les produits de santé, tout ce qui est bien-être, miel du Yémen, racines de ginseng, beurre de karité, du Burkina Faso ou autre. Enfin, voilà, avec un ami, on avait des contacts qui nous permettaient d'avoir des produits pour notre consommation personnelle et que de temps en temps on recommandait. Et comme je le disais au début, j'ai toujours aimé le partage, voilà, la générosité, faire du bien aux autres, que les gens soient bien, que ce soit intellectuellement, mais aussi physiquement. On en parlera après. Naturellement, je disais, bah voilà, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe. Puis les gens me commandaient à la librairie des produits que je pouvais parfois mettre en rayon. D'accord? Je dis parfois parce que des fois, les produits n'étaient pas accessibles pour le rayon, donc du coup, ça s'est fait en parallèle. Bon, ça c'est en off, mais voilà, je ne recommande pas, hein. Et, Ok. euh, et du coup, j'ai voulu lancer ma boîte, et le problème c'est que mon collègue était très motivé, mais j'ai dû faire tout seul, quoi. Tout seul. La communication, le packaging, comme je suis graphiste, les recherches de la mise en conformité, quand c'est de l'alimentaire ou du cosmétique, etc. Et tout ça, ça m'a un petit peu freiné. Et j'ai laissé tomber, mais toujours étant dans la consommation de produits de bien-être, et santé, beauté, etc. Puis un jour, en 2015, en décembre 2015, j'ai un ami de longue date, Mohamed, qui souhaite me voir et il me dit, j'ai un truc à te proposer, c'est de l'or, c'est en béton, etc. Je lui dis, écoute, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je suis dans le rush. Puis il m'appelle. Dès que je vois son numéro, je décroche même pas. Je dis, laisse tomber, il va me parler de son truc. Puis un jour, il réussit à m'avoir, il m'invite au resto, un petit taille. Tu as eu par les sentiments là. Exactement, ouais. Exactement. Fraternel et en même temps culinaire. Et du coup, il m'en parle. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à l'intuition, beaucoup, mais pas que, évidemment. Et je dis, pourquoi pas? Il me présente le business plan de la société de marketing relationnel avec laquelle il travaillait. Je dis, pourquoi pas? Donc j'étudie, je regarde les vidéos, je fais des recherches. Et c'est des conseils que je vais donner après on en parlera après. Petit break, je reviens sur la question que tu m'as posée, à savoir le marketing relationnel, qu'est-ce que c'est? La pyramide de Ponzi, en effet, qu'est-ce que c'est? Donc un système pyramidal, comme on le sait, je pense que beaucoup de gens le savent, la personne est recrutée et elle doit à son tour, moyennant évidemment une adhésion, souvent c'est comme ça, une adhésion pour une raison X ou Y, des frais de dossier ou ce qu'on veut, ou des fois c'est peut-être un produit ou un service, et donc cette personne-là percevra une prime de l'entreprise pour chaque nouvelle recrue ou inscrit ou adhérent qui achètera le produit ou le service, etc. À l'origine, il s'agit de la pyramide de Ponzi, tu en as parlé. Maintenant, le marketing du réseau, c'est complètement différent. Même si on peut dire que dans un certain sens, ça y ressemble, mais finalement, quand tu regardes le système pyramidal à proprement parler, existe dans toute société. Enfin, je veux dire, tu as le PDG qui, quand même, a une certaine rémunération. Bien sûr, c'est lui qui a mis les sous. Puis après, tu as t'as les subalternes, etc., jusqu'aux petits salariés en bas. Et ceux qui font aussi fonctionner la boîte, c'est les gens d'en bas. Bon, c'est une petite comparaison, mais
Ceci étant, donc les sociétés de MLM, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, comme toute société. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec leur employeur, des employeurs qui ont des problèmes avec leurs salariés, ça existe, voilà, c'est comme ça, c'est l'humain. Donc il y a des bonnes et des mauvaises sociétés. Donc, avant de me lancer, je te disais que j'ai étudié plusieurs aspects, que je conseille d'ailleurs aux gens qui souhaitent se lancer dans ce type de business. Donc des aspects à bien regarder pour avoir les tenants et les aboutissants. C'est très important. Et moi, j'ai voulu regarder, la première chose que j'ai regardée, c'était, en fait, il y a deux choses. La société et les services ou les produits qui sont proposés. Avec la rémunération, évidemment. Je dirais trois choses, en fait. D'accord. La société, la première question, ça a été, depuis quand elle existe? C'est qui cette société-là? À l'époque, j'étais pas trop pro société américaine, etc. Bon, je travaille, j'aime bien le local, etc. Mais bon voilà, c'est pas le seul obstacle, hein, évidemment. Des fois, on peut avoir des. C'est comme lorsque une personne recherche sa moitié, d'accord? Elle a des critères prédéfinis. Il y a des critères rédhibitoires, par contre, dans l'absolu. Cela, c'est intransigeant, ça passe pas. Par contre, il y a d'autres critères, bon, ça peut se négocier, quoi. Critères géographiques, culturels, etc. Bon, ça peut se négocier peut-être, d'accord? Selon. Tu peux faire des concessions pour certaines Voilà, choses. Donc exactement. On va voir la généralité qui est bonne. Donc ça peut être aussi mis en parallèle avec la recherche d'une société partenaire, en tout cas en l'occurrence, en ce qui nous concerne avec le MLM. oui, parce que, excuse-moi de te Ouais. couper, Raffaello, le système dans le MLM, c'est aussi le fait que tu sois auto-entrepreneur. T'es pas, où il peut avoir le scénario où tu es salarié de l'entreprise. Parce que c'est quand même deux choses différentes. C'est un engagement qui est aussi différent. Tu parlais aussi de liberté, d'autonomie. Ça va être complètement un statut différent. Donc, est-ce que toutes les sociétés de MLM fonctionnent avec le fait d'être en indépendant ou tu peux être aussi salarié dans certaines entreprises? Alors, dans le MLM, en aucun cas, tu es salarié, évidemment. Tu es partenaire. Par contre, deux statuts s'offrent à toi. En France, on a quand même énormément de règles, de lois, c'est vrai, qui sont faites. Mais en même temps, au niveau du salarié, au niveau des. Je ne vais pas parler des entreprises, mais au niveau du développement, en tout cas d'entreprise, il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, la première option, de toute façon, quand tu rentres dans une société de MLM avec pignon sur rue, hein, on va encore développer ça après, tu as le statut de VDI. Bon, à l'époque, ça s'appelait vendeur à domicile indépendant, puisque vous savez, les ventes à domicile, Tupperware et compagnie se faisaient, c'était monnaie courante. Maintenant, on peut changer l'appellation en appelant ça vendeur à distance indépendant, puisque maintenant, avec le développement du web, des réseaux sociaux, Internet, donc il y a beaucoup de ventes à distance qui se font, comme tu le sais, et de ce fait, donc, tu as un statut qui est presque, c'est à la fois micro-entreprise, mais en même temps avec une couverture, la couverture sociale du salarié quelque part. Tu es affilié à la sécurité sociale, etc. Donc tu es encore couvert, tu es bien couvert, pas comme un entrepreneur ou pour qui le statut il change évidemment. Et donc ça peut permettre de mettre le pied à l'étrier et puis de voir un petit peu voilà, comment ça se passe. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'as aucune démarche à faire administrative ou très peu, puisque c'est la société partenaire qui gère tout ça. Ils ont un service compta qui gère tout ça. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça, c'était le premier point sur la société, un petit peu ce qu'elle proposait, son histoire, quand est-ce qu'elle a été créée. Tout à fait. Et Ouais. tu disais le deuxième point, je ne sais pas si c'était le deuxième ou le troisième, le Non, produit. alors, je reviens juste sur le premier point. Qui est à sa tête? Quels sont ses partenaires ou soutiens éventuels? Ok. C'est-à-dire que la société, des fois, elle peut être aussi partenaire d'une d'une ONG ou des choses comme ça. Donc, moi, j'ai vraiment voulu avoir toutes les billes en main pour savoir où est-ce que je mettais les pieds. Très important, et c'est ce que je conseille à tout le monde. De quelle tendance est-elle? On peut même parler des fois de... Alors moi, je vais pousser un petit peu loin le bouchon, de tendance politique aussi, parce que pour moi, quand je travaille, il faut qu'il y ait une éthique dans ce que je fais, et je veux vraiment être à l'aise avec moi-même, je veux être, comme disent certains, aligné. Voilà, bon, c'est l'expression très courante, mais je veux être aligné avec mes convictions, etc. Donc c'est très important pour moi. Est-ce qu'elle a déjà eu des soucis aussi, la société, avec la justice? Et si oui, dans quelle mesure? Redressements fiscaux, escroquerie, etc. Est-ce qu'elle est reconnue dans son pays et à l'international? Est-ce qu'elle est leader dans son domaine aussi? C'est très important, parce que les sociétés de MLM, pour parler général des sociétés, mais de MLM en ce qui nous concerne, il y en a des centaines de milliers peut-être. D'accord? Dans le monde. Hein. Deuxième point, le service ou les produits.
Premièrement, très important, quelle valeur ajoutée représente-t-il? Y a-t-il possibilité de se les procurer dans tout lieu? C'est important. Est-ce que les produits ou le service est accessible partout? Et je vais même ajouter, si je n'ai pas Internet, est-ce que je peux me procurer les produits? Parce que maintenant, on travaille beaucoup avec le téléphone. D'accord? Quelle est leur qualité ou fiabilité? Quel apport pour le consommateur aussi? Qu'est-ce que ça apporte comme valeur? Ça me concerne. Après, les gens, ils veulent faire du business pur, cru, brut de pomme. Voilà. Excusez-moi le terme, ils s'en foutent. Ils veulent faire de l'argent, quitte à ce que ce soit au détriment de certains principes ou de leurs valeurs. Voilà. Moi, j'aime bien être cohérent dans ce que je fais. La production des produits, si c'est un produit, est-ce qu'elle est maîtrisée de A à Z? Est-ce que les services ou les produits sont accessibles à tous, hommes et femmes, jeunes et enfants, actifs ou retraités, diplômés ou non? Voilà. Est-ce que ça touche un maximum de monde? Et finalement, est-ce que ce n'est pas aussi une tendance seulement passagère? Voilà, ça c'est important. Et enfin, le troisième aspect, le plan de rémunération. Bien sûr, ça reste le nerf de la guerre. Quand tu t'impliques dans un projet, il faut que ce soit viable et que ce soit intéressant. Justement, tu parlais un petit peu de l'effet statique en tant que libraire pour évoluer financièrement. Là, j'imagine, avec cette opportunité, c'est ce que tu regardais, en outre les différents éléments que tu nous as évoqués aussi, parce que les valeurs éthiques, tous les éléments que tu as donnés, je pense que c'est des choses aussi qui permettent de faire perdurer une société dans le temps. Parce que quand tu veux faire du business pur et de l'argent rapidement, même s'il y a beaucoup de on-dit quand tu regardes sur les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure dans l'intro, mais le fait justement d'avoir une éthique importante et de se renseigner sur la société, ses principes, tu sais que c'est un peu plus viable que des stratégies un peu opportunistes où c'est du one shot, peut-être vont faire beaucoup d'argent, mais ça ne va pas perdurer dans le temps. Toi, tu recherchais quelque chose sur le long terme. Exactement. Tout à l'heure, on a parlé de choses qui nous tiennent à cœur, donc je pense que c'est important aussi. Et quand ça nous tient à cœur, en général, on ne lâche pas. Hein. Donc en effet, le one shot, tu fais un bon billet, puis tu t'en vas. Après, tu fais autre chose. En fait, tu fais comme tu fais comme l'abeille, tu butines un peu de fleurs par-ci par-là, finalement. Et encore, l'abeille, c'est assez noble. Le service ou le produit, en tout cas, il doit en effet amener quelque chose du point de vue financier, en tout cas, parce que c'est pour ça qu'on le fait, en tout cas, mais qui sont en adéquation, c'est ce que je conseille vraiment à toutes et à tous, avec nos principes, nos valeurs. Voilà, c'est très important. Et là, du coup, après avoir analysé les tenants et les aboutissants et bien réfléchi, en janvier 2016, donc 1 ou 2 mois après, je décide de me lancer donc, dans le MLM et de commencer par le statut de VDI, comme je t'ai dit tout à l'heure, parce que la société répondait à beaucoup d'attentes. J'ai vu aussi que leurs leaders ou les gens qui ont percé dedans, des gens qui y sont depuis 10 ou 20 ans ou plus, sont des gens aussi qui ont une éthique qui était, et ça m'a marqué, très modeste. Des gens très modestes, des gens que tu peux croiser comme ça. Aujourd'hui, en fait, on en met plein la vue, surtout pour les jeunes, avec du bling-bling, hein, ce qu'on appelle m'as-tu vu, voilà, il faut qu'il y ait plein de choses comme ça qui brillent, qui pètent aux yeux, etc. Et il ne faut pas se laisser impressionner par ça, vraiment. Alors évidemment, les locations de voitures, pour faire des clips, c'est comme les rappeurs, hein, c'est rapide, mais c'est peut-être pas forcément la réalité. Il faut vraiment, même si ça peut attirer certains, je comprends, mais il ne faut pas se laisser avoir par ça. Il ne faut pas se laisser avoir par ça. Le visuel, aujourd'hui, on fait dire ce qu'on veut avec le visuel. On peut en mettre plein la vue, on peut en mettre plein les yeux, que ce soit du point de vue de l'esthétique, du point de vue du rêve, etc. Mais il faut garder les pieds à terre. D'accord? Et donc cette société-là, donc les leaders que j'ai pu rencontrer dans cette société, les gens qui ont bien réussi, c'était des gens qui étaient très terre à terre. Franchement, pour la citer, donc Forever Living Products, maintenant je la cite, Okay. Elle fait partie du top 10 des sociétés de MLM dans le monde. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est... Ouais, ça pèse lourd. Ça pèse lourd. C'est une grosse boîte qui a ouvert ses portes en 78. Et le fondateur était un homme qui était dans l'entrepreneuriat aussi. Et qui a misé sur un produit qui est extraordinaire, c'est l'aloe vera. Et donc l'aloe vera, tout de suite, lui, il a compris qu'il y avait quelque chose à faire. C'était pas encore très connu dans les années fin 70, début 80. Et il a compris aussi qu'il fallait poser de l'argent et donc investir à la fois sur la production, sur la récolte,
la transformation et l'expédition des produits. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il a intégré en fait toute la chaîne en fait. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire qu'entre le client d'une part et le fournisseur d'autre part, enfin, entre le client et le producteur, il y a juste un partenaire, c'est moi. Et donc moi je suis habilité, moi et les autres personnes qui ont le même statut, qui travaillons avec cette société-là par exemple, on est habilité à pouvoir fournir ces produits-là qui ne se vendent pas, je le rappelle, en grande surface et ni sur des sites de boutiques, des boutiques en ligne sur Internet. Ça ne marche pas du tout comme ça. Le MLM, justement, il y a une réglementation bien particulière. Alors, en France et en Europe en particulier, après, il peut y avoir des choses qui se vendent sur Amazon, etc. Mais ce n'est pas du tout le but, surtout qu'Amazon, il y a des prix qui sont des fois un peu exagérés sur des produits. Et donc, deux choses. Donc, le plan de rémunération était extraordinaire. Et ce plan-là, il se fait sur deux axes, la rémunération. Elle se fait à la fois sur la vente de produits, donc c'est de la vente, donc c'est du relationnel. On est là aussi pas pour faire des one-shots, mais on propose un suivi client. L'idée, et d'ailleurs c'est la clé, toute la clé maintenant des études de marché montrent que les sociétés qui réussissent bien, c'est celles qui assurent un bon suivi avec leurs clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises. D'accord. Et le deuxième aspect, alors ce suivi-là représente 20%, on va dire, des revenus de l'entrepreneur, en tout cas, ou du micro-entrepreneur. Et le deuxième aspect, c'est la mise en place d'équipes, de personnes qui souhaitent développer ce business-là aussi, comme moi j'ai voulu. Et donc là, il va y avoir un travail d'accompagnement, de développement, jusqu'à ce que la personne puisse atteindre une certaine autonomie. Et la société partenaire, comme on a un numéro d'affiliation, va me verser un dividende sur le chiffre d'affaires de la personne, de l'entrepreneur avec qui je travaille, sans que cela diminue en rien du tout son bénéfice en tout cas. Je ne sais pas si ça a été un petit peu clair. C'est hyper compréhensible et tu me corriges si je me trompe, mais moi je vois plus ça comme une rémunération liée à la formation et le temps que tu as pris pour expliquer et détailler le produit afin d'avoir une nouvelle équipe qui va permettre de propager, de vendre les produits, etc. Donc c'est assez cohérent en vérité c'est un cercle vertueux. C'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça chez nous, en tout cas en France, chez Forever France, on appelle ça des bonus ou des primes d'animation, parce qu'il y a tout un travail en amont. Alors il y a des gens qui ont fait des one-shots aussi dans le MLM malheureusement, et même dans une bonne société comme Forever, il y a des gens en France ou ailleurs qui ont fait des one-shots, qui ont fait du recrutement de masse. Ils ont touché un petit pécule, mais après voilà, c'est parti en poussière, il n'y a rien. Donc l'idée c'est vraiment de travailler sur le fond et sur la forme, en profondeur aussi, de placer des racines bien fortes qui vont donner un tronc qui va s'élancer, des branches qui vont se lancer dans le ciel et puis espérer bien sûr récolter les fruits. Mais tout ça c'est un petit peu le travail de l'agriculteur. L'agriculteur il ne va pas seulement se contenter de semer et puis d'attendre que la pluie tombe, mais il va justement mettre en place des techniques pour pouvoir aider justement ces nouvelles pousses à devenir des grands arbres fruitiers. Ouais, complètement, il n'y a pas de secret. C'est le travail, l'acharnement, la persévérance qui vont permettre d'obtenir les gains de réussite. Et tu le disais tout à l'heure, sur le fait, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, où justement on met en avant plus le paraître, et on fait croire à une jeunesse qu'en quelques clics ou en parrainage simple, on peut faire des centaines de milliers d'euros, alors qu'on est d'accord que c'est le travail derrière et le temps et l'investissement qui va permettre de récolter les fruits. C'est ce que tu disais, comme l'agriculteur. Justement, pour parler de fruits, et chez True Story, on aime bien les choses factuelles. Tu parlais de rémunération intéressante. Est-ce que tu as des fourchettes à nous donner quand on est impliqué depuis plusieurs années, quand on a justement ces primes d'animation c'est quel type de fourchette? Parce que pour toi, c'est un complément de revenu, puisque tu as ta casquette de libraire que tu as gardée. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui en font vraiment leur métier principal, qui vont uniquement avoir ce type de revenu, ou c'est toujours un complément qui met du beurre dans les épinards? De façon générale, je parle de Forever forcément parce que c'est un cas concret, mais ça peut être d'autres sociétés ressemblantes dans le domaine du MLM. Tout à fait, oui. Alors,
C'est vrai que pour ma part, alors c'est le conseil que je donne aussi hein, aux personnes qui souhaitent se lancer là-dedans, quel que soit leur statut social ou autre, ou leur âge. En tout cas, ne pas se lancer en disant je vais tout lâcher ce que je fais actuellement pour faire ça. Non, il faut y aller progressivement. Comme tu l'as signalé, j'ai un pied dans l'entrepreneuriat. Alors maintenant, je suis auto-entrepreneur depuis quelques années et j'ai un pied dans le salariat toujours euh, parce que ça me parle. Et puis c'est aussi là où j'ai pu aussi, en toute franchise, développer aussi une partie de mon marché chaud pour le coup. Hein. Et puis il y a le marché froid aussi qui représente aussi 80% quand même, hein, parce que le marché froid, la majorité des gens ne les connaît pas, évidemment. Donc nos prospects sont plus dans le marché froid que dans le marché chaud. Le marché chaud, il s'estompe rapidement. Puis les gens vous connaissent, donc vous jugent, ou vous posent des bâtons dans les roues, comme on dit, hein, parce que voilà, il y a toujours au début, quand on veut se lancer, on est plein d'enthousiasme, et puis il y a toujours des gens qui se moquent, qui rigolent, qui disent tu n'y arriveras pas, etc. Mais ces gens-là, il ne faut pas les écouter vraiment. Au début, comme dirait Franck Nicolas, que j'apprécie beaucoup, au début, les gens se moquent de toi ou rient de toi, puis à la fin, ils veulent faire comme toi. Et on en a eu l'expérience, évidemment. On a des gens qui nous ont rejoints plus tard. Puis on a aussi des gens qui étaient très moustillés au début. Je vais faire ça, je vais conquérir le monde. Puis comme le baudruche, le ballon baudruche, ils se sont rapidement, ils ont disparu de la circulation. Mais c'est comme ça. La rémunération, tout dépend des objectifs en fait qu'on se fixe et des moyens évidemment. Une personne qui veut arrondir ses fins de mois et à qui 200, 300, 500 euros par mois suffiront, ben voilà, elle part de là. Une personne, en fait, il y a trois types ou trois strates de partenaires. On a les premiers partenaires, ce sont des clients. Ils veulent avoir des bons produits à prix réduit. Et de temps en temps, ils font une petite vente comme ça entre amis. Ça leur permet de rembourser leur consommation. Pas de problème, ils sont bienvenus. On va leur expliquer un petit peu comment ça se passe. On va les inviter aux formations produits et basta. Deuxième catégorie, des personnes qui veulent arrondir leur fin de mois. Ça peut être quelques centaines d'euros, pourquoi pas 1000, 1200, 1500 euros, même un SMIC. Donc ces personnes-là, on va leur donner quand même un peu plus de stratégie. On va les accompagner dans la formation business. Parce qu'il y a un minimum à faire, c'est pas seulement en vendant des produits qu'elle fera 1500 euros de bénéfices, à moins que ce soit un monstre dans la vente. Et notre société n'accepte pas que les personnes aient du stock en plus. C'est-à-dire que, et c'est ça une bonne société d'MLM aussi, c'est très facile d'acheter beaucoup de produits pour monter en grade et puis espérer avoir une rémunération, tant et soit peu qu'on ait travaillé, qu'on ait une équipe. Non, là, tu dois avoir un certain stock qui doit tourner, mais pas trop. Justement. Et c'est ce qui fait que tu es dans l'action et puis tu es dans la gestion. Donc une personne qui veut 1500 euros par mois, c'est faisable. Il y aura du travail évidemment hein, de quelques heures par jour. On peut dire un mi-temps par exemple. Et puis une troisième catégorie, c'est des personnes qui aspirent vraiment, qui ont des grands rêves, qui ont des projets, qui ont une vision, qui aspirent à une liberté ou une indépendance financière. J'ai envie de parler plutôt de liberté financière. Et là... ça peut commencer avec 3000 euros lorsqu'on commence à bien se développer. Alors, on n'est pas encore dans la liberté financière, pardon. Mais voilà, déjà, ça donne du goût, j'ai envie de dire, hein, surtout si on est encore à mi-temps. Donc, ça peut aller du 3000 euros. Après, honnêtement, ça va être assez incroyable, mais il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. Alors, évidemment, le numéro 1 de la boîte mondiale, il tourne à plus d'1 million par mois. Il tourne à 1 million et quelques par mois. Ah oui, c'est énorme. Et ça, c'est une true story, ça. C'est une vraie story, c'est Rolf Kipp, les gens ils peuvent aller chercher, c'est un Allemand, mais il était là dans les années 80 au début, quoi. C'était un représentant dans le domaine du sport. Voilà, à l'époque il est tombé, c'était comme ça, tu vois, c'était l'opportunité du moment. À l'époque il faisait du porte-à-porte, ils n'avaient pas de support, ils n'avaient pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui nous, même si aujourd'hui le marché est beaucoup plus bondé, évidemment. Mais voilà, oui, c'est vraiment des stories authentiques. Évidemment, alors il y en a qui vont mettre ça en avant, mais c'est pas ça. La société Forever aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne aussi une prime sur les bénéfices. Elle partage une partie de ses bénéfices pour les personnes, les managers qui ont vraiment bien travaillé dans l'année, qui ont bien développé leur business. Et donc, ils partagent plusieurs millions d'euros avec les meilleurs, en tout cas. Il y en a peut-être une centaine de chèques qui sont donnés chaque année. Hein. Puis à chaque fois, voilà, ça varie de 1500 dollars à plus d'1 million d'euros aussi, plus d'1 million de dollars, pardon. Ça varie de 1500 dollars à plus d'1 million de dollars
de primes. Donc il y a énormément de choses en plus, mais évidemment c'est un travail de fond, tu l'as dit. Alors celui ou celle qui aspire à la liberté financière, il va falloir qu'elle remonte, qu'elle se retrousse les manches, qu'elle fasse des sacrifices, évidemment. Et là, les distractions, on a parlé de distractions optionnelles, mais vraiment qu'elle se contente du minimum. Il va falloir que sa famille soit derrière aussi, si la personne est en couple, ou si elle a de la famille autour, il va falloir qu'il y ait vraiment du soutien, parce que ça demande un travail de fond. Et là, on va revenir à la cohérence d'une logique entrepreneuriale, où là, évidemment, tu veux monter ton business, tu as des sacrifices à faire, on est d'accord. Complètement. Donc là, les jeunes, attention, un vrai business, quelque chose qui tient la route, qui va être ancré, ça va être en profondeur, ça va être en largeur, il va falloir donner beaucoup de temps. Combien de temps? Tout dépend de l'énergie que tu y mets. Si tu as un vrai plan d'action, une stratégie, une vraie équipe qui est avec toi, qui t'entoure, qui t'accompagne, déjà en 5 ans, honnêtement, en 5 ans, tu peux arriver à déjà, si tu arrives à 3 5 000 euros par mois, c'est pas mal. Là, je parle hors vente, hein. Je parle uniquement des primes d'animation, si on peut appeler ça comme ça, avec les équipes. Donc, ce que tu touches Par rapport à leur par vente à rapport eux. aux chiffres de tes équipes. Et avec quelques années en plus, tu peux arriver facilement à 10, 12. Après, il y a des vitesses de croisière, il y a des gens qui se contentent de ça. Oh, il y a, Moi, il y a- j'ai... il y a une stratégie pour chaque profil en vérité, Tout donc à c'est ça fait. qui est un avantage. Tu peux mettre un pied dedans, comme tu disais, pour arrondir les fins de mois et pour avoir un vrai plan de carrière, Tout comme à tu le fait. ferais dans une société ou en tant qu'entrepreneur, carrément. C'est ça. Et il y a des gens qui rebondissent, donc qui peuvent réinvestir sur un autre business, sur de l'immobilier, sur une autre Hmm. entreprise, pourquoi pas. Voilà, tout en gardant cette dynamique dans le marketing relationnel. Très intéressant tout ce que tu nous évoques. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi un petit peu produit, parce que je sais que toi, tu fais très attention à tout ce qui est alimentation. Ta devise, un corps sain dans un esprit sain, hein, c'est C'est celle que ça, tout le monde oui. connaît. Oui. Le produit que tu as sélectionné pour développer dans le business du MLM, c'est pas n'importe quel produit. C'est ça qui a attiré ton investissement au sein de cette société. Est-ce que tu peux nous parler de manière générale déjà, toi, comment tu te comportes par rapport à l'alimentation, le bien-être en général, même le bien-être environnemental, et quels sont les bienfaits de l'aloe vera, parce que tout le monde connaît, mais en vérité, est-ce que c'est thérapeutique? Est-ce que c'est alimentaire? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette plante et ses bienfaits surtout? Tout à fait. En effet. Ce qui m'a attiré tout de suite, c'est l'aloe vera que je ne connaissais pas du tout. Alors, bien que très curieux. Et j'ai dit pourquoi pas. Donc évidemment, la plante, elle est connue aujourd'hui, maintenant, ça s'est démocratisé, hein. Même dans les magasins bio, on en trouve un petit peu partout, même dans les supermarchés. Euh, L'aloe vera, c'est un produit déjà qui est millénaire, hein. On en retrouve dans les écritures anciennes, dans les traditions anciennes, et dans l'histoire aussi, en Chine, en Arabie, jusqu'à Christophe Colomb, hein, en Europe. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, tiens, c'est quoi ce produit-là? Donc, après mes recherches, j'ai vu que l'aloe vera, c'était une plante qui consommait déjà très peu d'eau dans la culture. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une plante sur laquelle beaucoup de recherches ont été faites, des recherches très poussées, pour simplifier l'aloe vera, le gel d'aloe vera, dont est extrait la pulpe d'aloe vera que propose mon partenaire Forever. Le gel d'aloe vera contient essentiellement de la vitamine A, des vitamines B, de la vitamine C, de la vitamine E, des enzymes, des mono et des polysaccharides. Enfin, voilà, c'est toute une armée, c'est une batterie carrément de bienfaits pour le corps. Donc j'ai dit, tiens, en effet, c'est sympa, c'est bon pour la santé, on va l'essayer. Alors évidemment, ceux qui ne connaissent pas, l'aloe vera, c'est assez amer. Et puis ceux qui ont déjà goûté aussi. Donc ils ont fait différentes sortes d'aloe vera avec de la mangue, de la pêche ou des cranberries pour le goût et puis pour les effets escomptés des fruits associés. L'aloe vera de chez Forever, comme je le disais tout à l'heure, est cultivé de manière éthique.
La société est dotée de plus prestigieux labels, des labels qualité, charte qualité, et management et environnemental. Et nous possédons 60% des champs d'aloe vera dans le monde qui se retrouvent essentiellement en République dominicaine et une partie au Texas. Présent dans 160 pays avec plus de 200 produits dérivés. En fait, tous nos produits, que ce soit des produits donc, alimentaires, alors en Europe ou en France en particulier, ça rentre dans la catégorie des compléments alimentaires. Donc complément alimentaire, on va dire que ça va compléter l'alimentation. Donc il s'agit déjà d'avoir une alimentation correcte. Et au vu des lacunes qu'on a aujourd'hui malheureusement dans les fruits, les légumes et tous les aliments qu'on mange, hein, quasiment, même le bio, hein, bon, on pourra peut-être en reparler une autre fois, un autre moment. Donc il est bien de pouvoir compléter son alimentation parce qu'il nous manque en effet, on manque de vitamines, on manque de minéraux, etc. etc. Donc c'est très cadré en France, un complément alimentaire, ce n'est pas des produits de santé, ça c'est une erreur on va dire au niveau juridique de dire ça, ce sont des produits de bien-être. Avec ça on a des soins du corps, voilà, comme du shampoing, du dentifrice, du stick déo, etc. Et de l'hygiène corporelle donc, et puis d'autres aussi produits dérivés de l'aloe vera ou non, pour la santé, pour l'énergie, pour la vitalité. On est assez proche sur oui, le bien-être bien sûr, et voilà. la santé. Bon, après là, il n'y aura pas de problème, mais c'est vrai que juridiquement, on ne peut pas vendre le produit. Si j'ai un site internet, j'ai mes produits de santé, boum, je suis dans le rouge, d'accord. Et donc en effet, l'aloe vera, il y a eu Bill Coates, un pharmacien dans les années 70-80, qui a fait une grosse recherche là-dessus. Il a un très beau livre qui s'appelle l'aloe vera plante millénaire, et là, avec des recherches, avec des stats et tout. Et donc, en effet, il y a vraiment, vraiment énormément de bienfaits, mais je ne peux même pas les citer ici, tellement qu'ils sont nombreux. Ma devise, pour moi, justement, et que j'ai trouvé que elle était cohérente, c'est sans santé, pas d'énergie, sans énergie, pas de productivité, et sans productivité, pas d'avancée. Donc, la santé, c'est vraiment essentiel dans la vie. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que il y a énormément de gens qui ne sont pas en bonne santé, qui sont dans le rouge ou dans l'orange, à la limite. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de vie, d'hygiène, et c'est pour ça que ça va me faire venir à l'hygiène. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? On dit que c'est pour moi, la grande partie ou la majeure partie de ton succès dépend de ton hygiène de vie. D'accord ? Quand on dit hygiène, on ne parle pas seulement de propreté. C'est quoi l'hygiène ? C'est comment tu manges, comment tu dors, de quoi te nourris-tu intellectuellement, et je vais même ajouter spirituellement aussi. Quelle activité sportive pratiques-tu ? Alors, marche à pied, vélo, randonnée, méditation dans la forêt, enfin voilà, ou dans un club, sinon il n'y a pas de problème. Comment te rends-tu utile aussi dans la société dans laquelle tu vis ? Par le biais d'un engagement associatif, à caractère social ou humanitaire, etc. Ça aussi, ça a un impact sur... Exactement, c'est mental. Et même comment te comportes-tu au quotidien dans tes relations aux autres, ta famille, tes voisins, tes amis, tes collègues, et je vais ajouter ta relation à l'environnement. Hein. Quels soins et quel respect apportes-tu à cette belle terre qui nous est confiée finalement, hein. On voit très bien aujourd'hui les conséquences de cette négligence. Tout cela jouera certainement sur ton état de santé. Partant de là, oui, l'alimentation elle a un impact, c'est vrai, c'est réel, c'est prouvé, d'accord, sur notre état général, mais pas que. C'est pour ça que lorsque je suis en entretien avec un futur partenaire de business ou un client, je regarde déjà quel est son état d'esprit, son hygiène de vie. Je pose des questions. C'est pas un entretien de recrutement, mais je veux savoir avec qui je vais travailler. Et si c'est un client, ben évidemment, l'idée, ça va être de l'orienter pour répondre à ses besoins, pour qu'il aille bien en tout cas. Mais si c'est un partenaire, en tout cas, je souhaite être sur la même longueur d'onde que lui et voilà, être avec des personnes qui souhaitent améliorer certains aspects de leur vie ou bien changer réellement. Voilà, il ne s'agit pas d'avoir une vision utopiste de la vie, mais bien de regarder avec qui j'évolue. On dit que nous sommes le reflet des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Wow, c'est un beau résumé tout ça, et maintenant on va tous regarder qui on fréquente autour de nous pour la famille en premier lieu. La famille en premier lieu, c'est vrai, on s'influence les uns les autres. C'est Jim Rohn qui disait ça d'ailleurs. Jim Rohn, un ancien marketeur qui est décédé il y a une décennie ou plus, et très inspirant d'ailleurs. Et c'est prouvé scientifiquement, enfin socialement, voilà,
quelles sont les 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et c'est ce qui fait que, justement, donc, il faut savoir parfois se débarrasser, ou au moins prendre des distances avec des personnes qui nous tirent vers le bas ou qui ne nous inspirent pas d'aller de l'avant. Oh, et les personnes toxiques, clairement parlant aussi. Voilà, on a des amis, des fois ils sont sympas et tout, on aime bien rigoler. À un moment, tu as des gens, ils aiment que rigoler. À un moment, moi j'ai envie d'être sérieux, tu vois, donc je suis désolé, mais voilà, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour être sérieux. Voilà, et il faut prendre des distances. Il faut des fois savoir dire non aux gens aussi. Les gens vous sollicitent pour X ou Y chose. Des fois, il faut savoir dire non, je ne peux pas. Je suis occupé, non, je ne vais pas aller avec toi, je ne vais pas faire ça. J'ai besoin de prendre mes distances. Et c'est se faire du bien à soi, donc c'est pour notre bien-être, mais c'est aussi pour le bien des autres. Parce que quand les gens, ils apprennent qu'on peut leur dire non, au début, ils vont être étonnés certainement, mais après, ils vont comprendre et ça va leur faire du bien. Bah écoute, je te remercie Raffaello, tu nous as fait un gros cahier des charges de ce qu'il faut essayer de viser en tout cas dans les objectifs, que ce soit alimentaire, que ce soit au niveau du comportement, au niveau de nos relations humaines et sociales. J'aime bien aussi, tu as une citation que tu cites souvent, c'est change ce qui est en toi avant de vouloir changer les autres. Exactement. J'aime beaucoup cette citation également parce que c'est en travaillant sur soi-même qu'on va pouvoir permettre de drainer dans le positif et d'accompagner et de changer les autres directement. Donc il faut se changer soi-même, ce qu'on va essayer tous de faire. Est-ce que avant de finir, tu aurais un conseil, un hack, je dis souvent une astuce pour les personnes qui nous écoutent, pour avoir justement, on va se concentrer sur l'alimentaire, avoir une bonne alimentation. Parce qu'on est quand même aujourd'hui dans une société d'ultra-consommation où voilà, on va consommer vite, rapide et mauvais. Quel réflexe à avoir pour justement avoir une meilleure alimentation et un bien-être, que ce soit mental ou corporel, qui va arriver directement après. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller en deux ou trois phrases? C'est vrai qu'on est dans une société de tous les extrêmes où tu as des gens qui vont être à fond dans la malbouffe. Et je pense notamment à beaucoup d'amis qui sont VTC, ou la jeunesse aussi, hein, et qui mangent assez mal en général, hein, la street food, etc. Mais pas de bonne qualité. Et puis tu as des gens qui vont aussi être à l'extrême, qui vont dire, bah voilà, maintenant j'arrête tout ça, je ne mange plus de viande. Voilà, ils vont devenir végétaliens. Ou ils vont partir sur des régimes, comment on appelle ça, les régimes préhistoriques, là, je sais plus, les régimes néo-andertal, enfin bref, des régimes drastiques, à tel point qu'on a vu des gens faire des diètes à l'eau, ce que je déconseille vraiment personnellement, parce que le but c'est pas de se faire du mal, on a besoin, autant le jeûne, alors que soit qu'il ait un aspect religieux ou purement physique, de santé, hein, comme le jeûne intermittent, voilà, ça c'est préconisé, ça a toujours existé dans toutes les populations, dans toutes les ethnies, depuis des millénaires, d'accord, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais le jeûne à l'eau, 7 jours, se faire violence à boire que de l'eau, je trouve que c'est hyper violent et il ne faut pas partir comme ça. Donc moi je propose 2 solutions. Il y en a une qui est innée, puis une autre qui est acquise. La première solution, c'est, évidemment, c'est différent à tout à chacun, c'est la prise de conscience. Moi, j'étais un fumeur quand j'étais plus jeune. Je me suis auto-dégoûté de la clope. Tout simplement, ça m'a écœuré. Au bout d'un moment, j'en avais marre, je trouvais ça dégueulasse, cher, inutile, factuel. Je me disais, mais ça sert à rien, c'est là, tu fumes une cigarette, après avec le café, le machin, le vieux vice. Je me suis écœuré de ça. Mon père aussi, je sais qu'il a été, il a eu un électrochoc, il s'est écœuré de la cigarette parce qu'il s'est fait un flip voilà, avec une personne qui avait des problèmes de santé liés à la cigarette. D'accord. Donc ça peut être aussi, voilà, donc c'est dû à la réflexion. Mais c'est inné, c'est-à-dire que ça vient de soi-même. Le deuxième aspect, c'est peut-être passer par, donc qu'il y ait une prise de conscience déjà, ça c'est une première chose, et après passer par peut-être une détox. Voilà, moi je propose une détox. Je dis ça parce qu'aussi on a des produits qui m'ont moi beaucoup aidé. J'ai fait une détox de 9 jours, je me rappellerai toujours, c'est en 2016. Il ne s'agissait pas de se faire violence, pareillement, tu continues à grignoter, à manger des aliments corrects, que tu n'as peut-être pas l'habitude de manger, voilà, de la salade, des fruits, etc. Tu ne manges pas de viande pendant 2-3 jours par exemple. Ben oui, ça existe, tu peux vivre sans manger de viande.
Ça existe, alors peut-être pas tout le temps, mais en manger 1 ou 2 fois par semaine. Et crois-moi que ton organisme ne s'en portera pas plus mal. Et suite à cette détox, j'appelle ça une détox, donc ou plutôt un reset, et ben ça m'a fait énormément de bien. Alors au-delà du fait d'avoir perdu quelques kilos, mais c'était pas l'objectif cherché, parce qu'on est plutôt bien portant. Mais voilà, ça m'a complètement changé en fait mon métabolisme, de sorte que j'avais plus envie de sucre. Voilà. J'ai plus envie de sucre, ou du moins vraiment diminuer de sel dans mes aliments, de sucre dans mes aliments, ou des choses comme ça, ou des cochonneries. J'en avais plus envie tout simplement. Donc ça m'a permis plutôt de faire un reset en fait. Et je trouvais ça génial. Donc voilà, il y a ces deux choses que je propose aux gens. Soit c'est inné, soit c'est acquise. Mais n'hésitez pas. Voilà, c'est un one shot justement. On parlait de one shot, pas dans le business, mais là du coup pour pas tomber aussi dans un effet yo-yo. Hein, parce qu'après évidemment, la détox tu vas la faire. Mais évidemment, le travail essentiel, il est psychologique, il est mental. Oui, tout à fait. Donc après, il faut que tu restes aussi cette dynamique. Donc comme je disais tout à l'heure, pour l'entreprise, si vous voulez comme des aigles, comme un aigle ne traîne pas avec des poules, ne fréquente pas des poules. Et pareillement, je ne te demande pas de fréquenter des sportifs de haut niveau, mais si tu fréquentes des gens qui mangent très mal, qui ont une mauvaise hygiène de vie, et bien encore une fois plus, tu seras le reflet des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc encore une fois plus, il y a une prise de décision à avoir. Petite anecdote. Dans le groupe d'amis ou de collègues dans lequel j'évolue, en rapport avec la librairie notamment, on aime bien se faire des bouffes ensemble depuis longtemps, chaque vendredi ou un autre jour de la semaine. Et à un moment, on m'avait collé une étiquette de grand mangeur. Raffaello, quand il mange pas, Raffaello, il s'énerve. Il n'est pas content, etc. Et je m'étais approprié cette étiquette qu'on m'avait collée. Tu vois. Et en fait, quand j'ai commencé à décoller ce stick gluant de moi, tu vois, ils ont commencé à me dire, mais non, mais vas-y, mange, non, mais, et non, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade. Au moment quand j'ai perdu du poids aussi, j'avais les joues un peu plus creuses, mais qu'est-ce qui t'arrive, elles sont où tes joues de hamster, elles sont, t'es passé, il t'est arrivé quoi là? Et non, je suis très bien comme ça. N'oublie jamais une chose, c'est que les gens, ils vous voient d'une manière, ils souhaitent que vous soyez comme ils aimeraient vous voir. Et ça, il faut être fort. Soyez vous-même et pas comme les gens veulent que vous soyez. C'est très important. Et dans toutes les habitudes, hein, que ce soit physique, alimentaire, sociale, culturelle, etc. Non, soyez en accord avec vous-même. Et donc ça a été très marquant. Et du coup, les gens après ont compris. En effet, donc voilà, j'avais plus cette étiquette-là. Alors on m'a collé l'étiquette d'aloe vera, machin, monsieur aloe vera, bon. Oui, de toute façon, on aura toujours une étiquette. Voilà. Le mieux est de choisir la meilleure. Exactement. Il n'y a pas de problème. Hein. Même les gens les plus réticents, finalement. Alors, la petite anecdote, c'est que les gens qui critiquaient le business ou le produit, soit sont devenus des partenaires, ou soit, des bons partenaires même, ou soit sont devenus des clients et des bons clients. Ça, c'est le paradoxe. Donc, c'est pour ça, ne vous laissez pas impressionner par les gens qui par les brigands des routes. J'appelle ça les brigands des routes. Ne vous laissez pas impressionner par eux. Si vous êtes convaincu de votre produit, de votre société, de votre business, de votre projet, quel qu'il soit d'ailleurs, allez-y, foncez tant que c'est en accord avec vos principes. Parfait Raffaello, ça sera le mot de la fin d'ailleurs, parce qu'on a évoqué une multitude de choses, on a pris beaucoup de temps, mais c'était important, c'était un sujet vraiment intéressant. Et j'ai apprécié évoquer à la fois la partie business, mais la partie aussi bien-être qui est important et qu'on retrouve parfois dans le business, puisque c'est la santé mentale et le bien-être personnel qui est avant tout important. Et on le voit d'ailleurs dans les entreprises avec les nouvelles politiques RSE, hein, que c'est pris en considération énormément dans le monde de l'entreprise. Merci, vraiment. On va essayer d'appliquer au maximum tes conseils. Je pense que tu es aussi la vitrine de ce que tu nous dis, parce que bon, là on est en podcast en audio, mais j'invite tout le monde à aller voir l'épisode sur YouTube. C'est vrai que tu ne fais pas du tout ton âge, donc on va essayer de suivre ton exemple pour essayer d'avoir la même mine que toi qu'on voit aujourd'hui. Oui. Merci encore Raffaello pour cette présence dans le podcast True Story. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, toujours avec des invités aussi influents que les autres qui vont nous parler des thématiques qu'ils maîtrisent. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre écoute. Ciao, ciao.